Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, que début d'année 2023 se passe bien également pour vous. Nous, on va commencer sur cette chaîne directement avec une vidéo de Design Tech Mode, donc c'est parti. Alors en gros, pour faire court, j'ai fait des recherches pour mon vision board de 2023. Donc c'est un tableau en gros d'objectifs de ce que tu veux pour ton année. Et je suis tombée donc sur Pinterest sur plein d'inspirations Y2K, année 2000, cette mode. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette mode, elle commence vraiment à persister. Et qu'elle est revenue depuis 2020 et que ça continue jusqu'à maintenant en 2023. Elle a repris à peu près, je veux dire, dans le courant de 2020, quand c'était le confinement, tout ça. Et ça l'explique assez bien puisque quand on était dans une période un peu difficile, il y avait un peu cette peur de sortir, on avait vraiment besoin de réconfort et de choses qui nous sont familières et qui nous rapportent à l'enfance, à l'adolescence. Donc forcément, sur les réseaux sociaux principalement, on a vu ressortir cette mode des années 2000, non seulement mode vestimentaire, mais c'est également genre dans la pop culture, les films, les médias, tout ça c'est revenu. Alors quand tu penses à une icône des années 2000 niveau mode, moi je pense directement à Drew Barrymore ou genre Winona Ryder ou même, bah là c'est le top du top années 2000, c'est Paris Hilton avec des looks hyper pimpés, hyper rose aussi. C'est l'icône mode années 2000, voilà. Et c'est aussi celle qui dicte ce qui est in et ce qui est out, donc tous les fashion faux pas. Mais j'ai remarqué aussi ce qui caractérise cette mode des années 2000, c'est aussi une suresthétisation, on va dire, des objets de technologie, donc des outils, des téléphones portables. À l'époque, on avait des baladeurs de musique, des casques de musique, enfin, tous ces outils-là, ils étaient vraiment suresthétisés. Et c'est plus trop le cas maintenant, on va dire. Mais avec la réapparition du coup de cette mode année 2000 depuis 2020, on voit qu'en fait les gens ils recommencent à sortir leurs vieux outils, leurs vieux appareils. Donc par exemple les vieux caméscopes ils sortent de leur tiroir et puis ils sont réutilisés parce que l'image elle a un certain grain, elle a une certaine esthétique qui est intéressante par rapport à nos appareils qui sont peut-être beaucoup plus avancés en termes de rendu image. Moi c'est mon cas, j'ai sorti mon vieux caméscope et d'ailleurs je l'ai pimpé. Hop là, ça c'est le moment flex. Mais bref voilà, j'ai sorti mon vieux caméscope et d'ailleurs je vous filmerai des vlogs avec, donc ça c'est aussi l'instant publicité. Mais voilà. Donc on a ces appareils là, des caméscopes, on a aussi des appareils, des outils électroniques qui sont réutilisés, upcyclés en accessoires de mode maintenant. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, d'où viennent ces designs. Aujourd'hui j'aimerais vraiment faire une sorte de mini rétrospective de d'où vient cette suresthétisation de l'outil technologique, pourquoi on a abandonné ça et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2023. Bon alors du coup dans un premier temps quand j'ai pensé à appareil technologique, super pimpé, avec un design très recherché, j'ai pensé directement à Apple. Alors la marque à la pomme, elle est très connue pour un design qui a été lancé en 2007, qui est celui de l'iPhone 3G. C'est un téléphone qui est finalement assez sobre, bien qu'il soit tout en courbe, et qui a été vraiment un boom, une révolution dans le monde de la téléphonie, puisque c'est le premier smartphone, on va dire, c'est le premier téléphone qui ne propose pas de clavier qui prend la moitié de l'écran, comme les concurrents Nokia ou BlackBerry en l'occurrence. Mais avant 2007, il y avait déjà des designs très importants chez Apple. Et d'ailleurs, le designer en chef de Apple, qui s'appelle Johnny Ive, il avait déjà designé des objets iconiques de la marque. Je pense notamment à l'iBook G3 en couleur Tangerine, qui est sorti en 1999 et qui était l'ordinateur à avoir dans toutes les chambres hautes en couleur des adolescents américains. C'est d'ailleurs pour l'anecdote l'ordinateur qu'utilise Elle Woods dans La Revanche d'une blonde. C'est l'ordinateur haut en couleur qui est assorti à son look et qu'elle emmène partout à Harvard. Donc voilà, ça décrit bien ce personnage très années 2000, très coloré, très rose
Et cet ordinateur, c'est devenu vraiment un objet iconique dans le monde du design. Et d'ailleurs, il avait été designé avec une anse qui permettait de le transporter. On voit vraiment qu'il y a aussi cet aspect sac à main en fait quand on porte cet ordinateur dans la rue. Donc on a déjà cette accessoirisation de l'outil électronique en un sens ici chez Apple. Puis également de 2007 à 2010, Johnny Ive et Steve Jobs, ils vont lancer une gamme qui est hyper importante dans les designs de chez Apple, qui est la gamme des iPod Shuffle. Alors les iPod Shuffle, c'est des lecteurs de musique MP3, donc sans écran, qui sont reconnaissables immédiatement parce qu'ils ont une variété de couleurs énorme. Il y a une très grande gamme de couleurs, mais également ils ont une molette qui prend toute la taille presque de l'appareil et qui permet de naviguer facilement. Ce petit gadget, il venait non seulement dans une gamme de couleurs très variée, mais également il pouvait se clipper, donc soit sur un sac, sur un vêtement, dans les cheveux, donc c'était à la fois pratique, mais c'était également une manière de l'utiliser comme un accessoire, comme une sorte de badge ou pour affirmer sa personnalité. Donc quand on l'achète en rose, c'est pas comme quand on l'achète en gris ou quand on l'achète en vert, voilà. Chacun exprime son style et sa personnalité au travers de ce petit outil de technologie. Par rapport au téléphone, les téléphones dans les années 2000, c'est des appareils électroniques, mais c'est aussi des accessoires de mode à part entière. Ça, c'est logique. Mais à partir des années 2010, on va dire, les téléphones, ils commencent à devenir beaucoup plus sobres dans leur apparence. Et on a une sorte d'uniformisation des téléphones et on a en fait un ratio avec des téléphones qui sont tous rectangulaires et dans des tons assez sombres. Voilà, on personnalise plus avec une coque, on va dire, que avec le téléphone lui-même, et c'est plus trop un moyen d'exprimer sa personnalité de posséder un téléphone portable, surtout que c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu maintenant qu'à l'époque. Et puis également les designers, ils se concentrent plus sur, disons, l'ergonomie du téléphone, la puissance, la capacité de l'appareil plutôt que de son apparence extérieure, donc elle est épurée au maximum, et c'est le cas notamment chez Apple. Mais pour revenir aux années 2000, dans les années 2000, ça va être les maisons de luxe en fait qui vont engager des collaborations avec les marques de téléphonie ou alors eux-mêmes sortir leur propre téléphone pour que chacun en fait puisse exprimer sa personnalité, exprimer son style au travers de ce gadget. Également, c'est un moyen d'ostentation parce que plus le téléphone est cher, plus il va être beau, plus il va avoir une apparence qui va sortir de l'ordinaire. Alors cette mode, elle provient d'où? On a des premières traces de ces modes d'accessoirisation des téléphones au Japon, à Tokyo, et plus particulièrement dans le quartier de Harajuku, qui est un quartier connu pour le style de ses habitants assez jeunes, un style très très accessoirisé et très coloré. Ce style des Harajuku, il est présent bien sûr dans leur tenue, mais également sur leurs ongles ou encore sur leur téléphone portable. Dans un premier temps, les adolescents japonais dans le quartier d'Harajuku ou autre part, hein, bien évidemment, ils vont décorer leur téléphone portable en les customisant, donc avec des strass ou en mettant des accessoires dessus. Mais ensuite, ça va être les marques de luxe, donc comme je vous ai dit, qui vont s'emparer en fait un peu de cette personnalisation et qui vont lancer eux-mêmes leur propre collaboration avec les marques de téléphonie pour avoir des téléphones signés. Et ça va être le cas par exemple pour le Docomo Vivienne Westwood, qui est un téléphone signé, qui est pimpé partout sur la coque et sur le devant du téléphone, sur les boutons, mais ça va aussi au-delà de ça, puisque dans l'interface même du téléphone, les applications et également les fonds d'écran par défaut, ils sont signés Vivienne Westwood. Donc il y a vraiment une attention aux détails jusqu'à l'intérieur du téléphone. En Europe et aux États-Unis, bien évidemment, les designers ils vont suivre la cadence japonaise et ils vont eux-mêmes lancer leur propre téléphone de luxe avec des Dior Phones ou encore des Samsung Versace. Alors on a même des ordinateurs, tout comme l'iBook G3 de Elle Woods, qui vont devenir des accessoires de mode à part entière à côté de leur fonction d'outils électroniques. Ça va être le cas par exemple pour la collaboration exceptionnelle entre la marque de luxe française Louis Vuitton et le géant de l'informatique américain Windows, qui vont lancer un mini PC en édition limitée à l'occasion d'une collection anniversaire de la marque de luxe française.
Et donc cette collaboration, elle a été un peu oubliée, on va dire, et elle est ressortie ces derniers temps grâce notamment au rappeur Travis Scott qui la possède et qui l'a posté sur sa page Instagram. On a en fait un ordinateur, un mini PC, qui est tout à fait utilisable et qui est designé sous la forme d'un sac, donc il y a une anse en cuir. C'est un ordinateur de luxe qui est signé Louis Vuitton, qui a son propre stylet, sa propre prise jack, donc qui fonctionne totalement. Et on retrouve également le damier ébène qui est la signature de la marque. Donc c'est un ordinateur qui est un peu camouflé, on va dire, parce que on peut sortir avec cet ordinateur sur l'épaule et ça ressemble à un sac à main. Et ensuite, voilà, on a ce petit gadget qui fait un petit peu espion entre les mains. Aujourd'hui, dans les années 2020, les marques de luxe, elles commencent à faire un retour assez timide, on va dire, vers les marques de téléphonie, de technologie. C'est le cas par exemple pour la collaboration avec Hermès et Apple pour le bracelet de l'iWatch qui est signé. C'est des collaborations quand même que je trouve qui sont assez timides. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec un Docomo Vivienne Westwood qui là est pimpé de A à Z à l'image aux couleurs de la marque. Mais ça engage quand même une conversation vers le retour de ces collaborations entre des géants du luxe et des géants de la technologie. Ce que l'on remarque en revanche, c'est qu'il y a un milieu qui est un peu l'exception dans cette mode du Y2K, c'est le milieu de la street culture, donc la culture de rue. Ce que je veux dire par là, c'est les sneakerheads ou les rappeurs ou les amateurs de rap qui n'ont jamais vraiment eu... Enfin, ça n'a jamais vraiment été scindé, jamais vraiment eu une culture Y2K et ensuite on a arrêté de suivre la mode des années 2000 et ensuite on est arrivé en 2020 et on a repris ça. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, depuis même les années 90, cette culture de la rue, elle a toujours eu une attention portée sur le détail, une attention portée sur l'accessoirisation. C'est la même chose pour les Harajuku au Japon par exemple. En fait, l'accessoire, il est important et donc le téléphone, il est important, la couleur du téléphone est importante. Ce que je veux dire, c'est que l'esthétique des objets et des objets tech a toujours été important dans ce milieu. Ça a toujours été des accessoires avec une apparence importante. On le voit par exemple dans les clips de musique, dans les clips de rap de l'époque, on voit beaucoup de rappeurs qui sortent leur téléphone ou qui sortent leur iPod. On le voit aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté dans le temps. Je pense aussi, si on parle en termes de marque, de la marque Beats by Dre, qui est une marque de casque qui était très proéminente dans les années 2000-2010 et qui continue sur sa lancée dans son succès dans les années 2020. Voilà, ça n'a pas floppé. Et c'est une marque qui a toujours engagé des collaborations avec des designers ou des créateurs de mode et ça a toujours fonctionné. C'est des objets qui durent dans le temps et qui sont appréciés des consommateurs parce qu'ils expriment vraiment une personnalité. On peut parler par exemple de la collab entre Dr. Dre et Chitose Abe, donc les Beats by Dre Sakai. C'est une paire qui peut être portée dans les années 2000 comme dans les années 2020. C'est une paire qui est haute en couleurs, qui représente bien la personnalité de la personne qui va la porter, mais c'est pas une paire d'écouteurs qui va mettre l'esthétique au détriment de la technologie, puisqu'on voit bien c'est une paire d'écouteurs très performante, sans fil. Donc la technologie elle reste, mais l'esthétique aussi. Les deux sont au même niveau. Et c'est pareil par exemple pour la collaboration avec Embouche ou encore la marque japonaise Bape. Puis au-delà de ça, on retrouve même des studios de designers tech qui ont une esthétique très prononcée, qui collaborent avec des designers de mode. Donc ça a été le cas par exemple avec Virgil Abloh pour sa marque Off-White et le studio de tech Teenage Engineering qui ont une esthétique assez proche puisqu'ils utilisent beaucoup la couleur rouge et donc ils ont sorti par exemple cette enceinte qui rassemble l'esthétique des deux maisons et qui permet aux consommateurs de s'identifier non seulement à Virgil Abloh mais aussi à Teenage Engineering. Et d'ailleurs pour revenir au casque de musique, c'est un objet qui est revenu énormément dans ces dernières années puisque on peut le voir non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans la rue. Le casque c'est quelque chose qui termine une tenue, c'est quelque chose qui affirme la personnalité en plus d'être quelque chose qui couvre les oreilles, qui permet d'écouter de la musique. Voilà, c'est vraiment un accessoire à part entière. Ces créateurs issus du monde du rap ou de la street culture,
il nous prouve en fait qu'on n'a pas besoin de mettre l'ergonomie d'un objet ou la performance d'un outil technologique au détriment de son esthétique. Moi je trouve que c'est toujours plus intéressant de proposer plusieurs gammes parce que déjà ça fait plaisir aux designers, ils peuvent s'exprimer et créer des personnalités différentes pour un même objet. Et surtout ça rapproche et ça familiarise le consommateur qui va pouvoir s'identifier plus facilement à telle gamme ou telle collaboration et ensuite garder cet objet pour qu'il dure dans le temps. Voilà, quelqu'un qui aimait la mode de Y2K va peut-être délaisser son objet quelques années et ensuite y revenir parce qu'il va se rendre compte que c'est un objet qu'il aime vraiment et qui le représente complètement. Ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui va garder cet objet dans le temps des années et des années parce que ça lui correspond à 200%. Donc voilà, s'attarder sur l'esthétique de l'objet, c'est pas forcément un effet de mode, c'est surtout une manière de fidéliser le consommateur. Alors je vous ai dit également que les marques de tech, elles font un retour timide vers les collaborations avec des marques de luxe par rapport à Hermès et Apple, mais il y a quand même une marque qui s'est démarquée cette année, c'est Samsung, puisque Samsung, ils ont remis à la mode les téléphones à clapet. Donc téléphone très célèbre dans les années 2000 puisque voilà on avait à peu près tous ça. Sauf que eux ils allient la technologie téléphone à clapet qui en fait familiarise comme je vous ai dit le consommateur, on aime cette esthétique, à la technologie d'aujourd'hui, donc un téléphone à clapet mais en fait c'est un smartphone très très performant avec une très bonne qualité d'image, voilà. Mais en plus de cela ils ont lancé une collaboration avec la maison de luxe Maison Margiela. Donc en fait, ça réactive ces collaborations entre les designers tech et les designers de mode. La maison Margiela, elle est revenue sur le devant de la scène, elle est déjà très connue, très célèbre et très appréciée des spécialistes de la mode, ça c'est sûr. Mais elle commence vraiment à se démocratiser auprès du public puisque ça devient très à la mode sur les réseaux sociaux et notamment sur Pinterest. Maison Margiela, elle est très connue pour ses collections très épurées, des designs très inspirés du Japon, par exemple pour les Tabi Boots. Et un des modèles les plus connus de la maison, ce sont les Tabi Boots blanches, qui en fait ont une couche de peinture sur la botte qui s'écaille au fil du temps et laisse apparaître le cuir noir derrière. Et en fait, je vous parle de ça parce que le téléphone Samsung Flip Phone, en collaboration avec la maison Margiela, il s'inspire totalement de ce concept, puisque l'arrière du téléphone a une couleur blanche, c'est la couleur emblématique de la maison, et en fait, on peut la retirer pour laisser apparaître en transparence le mécanisme du téléphone. Donc, il y a un clin d'œil à l'iconique Tabi Boots de chez Margiela et en même temps on a ce design Samsung qui fidélise non seulement les fans de mode qui connaissent Margiela et qui aiment cette esthétique et également les fans de Samsung qui peut-être ne connaissent pas Margiela mais vont connaître grâce à cette collaboration et vont affirmer leur personnalité au travers de ce téléphone. En fait le design c'est comme la mode, ça fonctionne parfois en cycle. Dans le design, on a comme pour la mode des classiques, des intemporels qui continuent de persister au fil des années et qui ne se démodent jamais. Mais on a également des sortes de cycles, des sortes de modes qui reviennent tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et en fait, ces cycles, ils sont importants pour fidéliser des consommateurs et pour leur montrer que oui, la marque, elle est jamais loin finalement des valeurs qu'elle avait il y a quelques années ou de l'esthétique qu'elle avait il y a quelques années et que elle connaît le consommateur et écoute ses goûts et ses attentes. Les esthétiques, elles sont donc réinventées et mises au goût du jour pour familiariser ce consommateur, fidéliser la clientèle et surtout remoderniser des concepts qui sont déjà familiers. Enfin, si les objets tech des années 2000 vous intéressent, et puis également avec cet aspect mode, je vous invite à aller voir le compte TikTok d'une américaine qui s'appelle Orion Online. Je vais vous mettre son compte dans ma bio. C'est une américaine qui parle un peu de cette histoire du design, technologie, mode et qui réinvente aussi l'utilité d'objets des années 2000 en accessoires de mode et c'est assez intéressant à voir et c'est très beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!